Et nous sommes maintenant au moment que nous attendions depuis le commencement, c'est-à-dire les improvisations de Michel Butor sur Michel Butor. Une nouvelle improvisation de Michel Butor sur Michel Butor qui donnera à son exposé et à son travail l'ordre qu'il voudra. Il y a le travail de Michel Butor commenté par Michel Butor, il y a vos conclusions, vous ferez ce que vous voulez dans l'ordre que vous souhaitez. Merci. Est-ce qu'on passe le film, les nuages de Magellan, comme vous voulez, ou bien vous parlez maintenant et introduisez. Voilà, on pourrait passer le film maintenant. C'est un film très court que j'ai fait il y a 23 ans. Et j'étais professeur à Genève et l'école d'architecture de Genève venait d'acheter un nouvel appareil qui permettait d'enregistrer l'écriture dans un ordinateur. Et ils m'ont demandé si je voulais faire quelque chose avec cet appareil. Quand on voit ça aujourd'hui, on trouve que cet ancien appareil d'il y a plus de 20 ans, c'était le siècle dernier, hein. C'était pas du tout encore le règne de la toile, du téléphone portable, etc. On trouve que cet appareil était extraordinairement primitif. En effet, il y avait une espèce de sous-main et un stylo avec un fil, et lorsqu'on écrivait sur ce sous-main, sur l'ordinateur, on voyait la trace de l'écriture. Ce qui était pour moi passionnant, parce que on ne voyait pas seulement le résultat de l'écriture, mais on voyait le mouvement même dans lequel elle se faisait. C'est-à-dire, on pouvait enregistrer les hésitations. Et donc, il y avait là des possibilités extraordinaires. Alors, au point de vue technique, c'était très limité. Il y avait la possibilité de 3 épaisseurs de traits seulement. Aujourd'hui, bien sûr, on pourrait avoir n'importe quelle épaisseur de trait. Et il y avait la possibilité de 6 couleurs seulement. Les 3 couleurs fondamentales des écrans, hein, et puis leur combinaison. Et évidemment, on pouvait avoir du blanc ou du noir, une écriture noire ou blanche, selon le fond de l'écran. Et il y avait aussi la possibilité d'accélérer le temps de l'écriture ou de le ralentir. C'est-à-dire, on pouvait accélérer 2 fois. Hein. Ça pouvait être écrit 2 fois plus vite ou ça pouvait être écrit 2 fois moins vite. Évidemment, aujourd'hui, nous avons des quantités d'appareils, tout ordinateur un peu sophistiqué comporte un enregistreur d'écriture dans lequel on peut avoir toutes les nuances, hein, des milliers de nuances, dans lequel on peut avoir des milliers d'épaisseurs, dans lesquels on peut avoir toutes sortes de vitesses aussi, dans lesquelles on peut avoir des progressions, on peut passer lentement d'une épaisseur de trait à une autre, etc. Bon, à l'époque, il n'était pas question de ça. Alors, le caractère novateur de cette machine m'a engagé à utiliser un poème un peu de science-fiction, un poème un peu cosmographique, qui s'appelle « Les nuages de Magellan ». Sont 2 petites galaxies que l'on considérait autrefois, mais on ne sait plus où on en est maintenant, comme des satellites de la Voie lactée. Et ça s'appelle les nuages de Magellan parce que c'est l'équipage de Magellan, lors du premier tour du monde, qui a vu ces astres pour la première fois. Et le personnage de Magellan, de toute façon, a quelque chose de fascinant pour moi. Et
Donc, c'est un voyage à travers des étoiles. Et on a mis là-dessus de la musique d'Henri Pousseur, et vous verrez, ça colle très bien. Alors, il y a le texte qui est écrit, avec quelques manipulations, vous verrez, et puis le texte qui est enregistré oralement. Je lis en même temps ce poème, mais il y a un décalage entre le texte écrit, le texte vu, et le texte entendu. Donc il y a un effet de contrepoint, de fugue, si vous voulez. Parce qu'il y a des mots qu'on a vus d'abord écrits, et puis qu'ensuite on va entendre. Et puis il y a des moments où les deux textes vont se retrouver, et puis vont s'éloigner pour terminer. Bon, et bien voilà, si on pouvait voir, c'est très court, ne vous inquiétez pas. D'abord, je veux remercier tout le monde. Je suis émerveillé par tout ça. Je suis évidemment profondément ému. Et ceci d'autant plus que l'endroit où nous sommes, c'est tout le quartier, c'est le quartier de mon adolescence et de ma jeunesse. J'habitais à Paris, rue de Sèvres, entre Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés. Et puis, lorsque je suis revenu à Paris à la fin de 1940, pendant l'occupation allemande, j'ai été inscrit au lycée Louis-le-Grand. Et donc, je traversais tout le temps ce quartier. Alors, j'ai fait mes études secondaires, j'ai terminé mes études secondaires au lycée Louis-le-Grand. J'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Louis-le-Grand. Et puis, ensuite, j'ai été étudiant à la Sorbonne pendant des années. Et le Collège de France était un lieu que je fréquentais. C'était un lieu important pour moi, en particulier parce que c'est un lieu familial. J'avais un grand-oncle, un de mes grands-oncles a été professeur de philosophie au Collège de France. C'était le successeur de Bergson dans la chaire de philosophie. Il s'appelait Édouard Leroy. Pendant l'occupation, il avait déjà pris sa retraite, et lorsque j'étais moi-même étudiant de philosophie, son successeur était Louis Lavelle. Mais alors, Édouard Leroy était un vieillard très sympathique qui avait une grande barbe. Il fumait beaucoup, et la barbe était toute caramélisée de nicotine, et il avait un immense bureau au milieu duquel il y avait une immense table qui était couverte de livres. Et lorsque je vais dans mon propre bureau aujourd'hui, je pense au bureau de mon grand-oncle, parce que j'ai maintenant aussi un grand bureau, j'ai cette chance, et avec des tables qui sont couvertes de livres. Et je n'ai jamais assisté à un cours de mon grand-oncle, il avait pris sa retraite trop tôt, mais je suis venu de temps en temps assister à des leçons au Collège de France. Je me souviens en particulier d'un professeur qui était très sympathique. C'était un professeur d'histoire des religions qui s'appelait Jean Barusy, et qui avait publié un grand livre sur Saint Jean de la Croix. Et je me souviens avoir écouté un cours de Jean Barusy sur Leibniz, qui était magnifique. Et Jean Barusy avait dans ces lieux une bibliothèque d'histoire des religions. Je ne sais pas si elle existe encore, mais elle devrait. Et il m'avait permis de venir lire des textes vénérables à l'intérieur de cette bibliothèque d'histoire des religions. Donc, vous voyez, je me retrouve dans ma jeunesse. Et évidemment, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé depuis.
d'abord, il n'y avait presque pas de circulation. Il n'y avait, les boutiques étaient beaucoup moins flamboyantes. C'était pas le même genre de boutique. Et pourtant, il y a des lieux, des repères qui sont restés intacts. Et donc, ça me fait une grande émotion. Et je voudrais parler aussi de cette aventure des œuvres complètes. Pour moi, c'est une sorte de miracle qu'on publie mes œuvres complètes. Et pour les premiers tomes, ça n'a pas été trop difficile parce que ce sont des livres qui ont été publiés. Il suffisait de les reprendre et puis de les rassembler et ensuite de corriger les épreuves. Et au bout d'un certain temps, c'est devenu plus difficile parce que le recueil, le rassemblement de ces textes a été plus hasardeux. Et puis, pour certains livres, il y a eu des problèmes de mise en page. Parce qu'à partir d'une certaine époque, la mise en page a pris beaucoup d'importance pour moi. Et j'ai eu la chance, par exemple, quand j'ai publié Mobile, j'ai eu la chance de tomber sur un chef de fabrication, un maquettiste qui avait beaucoup de talent et qui s'intéressait à ce que je faisais. Il s'appelait Massin. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée de prendre ce format, ce beau format in quarto Jésus, et sur lequel la typographie, grâce à son aide, la typographie a pu se développer magnifiquement. Mais lorsque on est passé dans cette édition, le format n'est pas le même. La largeur de la page est plus petite, donc c'est plus étroit. Par contre, la hauteur de la page est nettement plus grande. Donc, il a fallu trouver un moyen pour utiliser le mieux possible cette nouvelle, ce nouveau format. Et je trouve que c'est très bien réussi. Mais ça a posé quand même toutes sortes de problèmes. Je fais tout ce que je peux pour respecter celui que j'étais quand j'ai écrit ces textes. Par conséquent, il ne s'agit pas du tout pour moi de donner de nouvelles versions. Je ne veux pas réécrire. Mais il y a des solutions à trouver justement pour ces questions de mise en page. Et quelquefois, c'est très difficile. En particulier, il y a le problème des blancs. Et les blancs, dans mes livres à partir d'une certaine époque, jouent un très grand rôle. Alors, les blancs dans les éditions originales ne peuvent pas être les mêmes que dans ce nouveau format. Alors, il faut trouver le moyen de disposer les blancs de telle sorte qu'ils jouent le même rôle que dans l'édition originale. Par exemple, qu'ils séparent une partie du texte qui joue le rôle d'exergue d'une autre partie du texte qui, on peut dire, joue le rôle de noyau. Donc, c'est un travail considérable. Et plus le travail s'est avancé, plus la publication s'est avancée, plus j'ai rencontré de problèmes. Et puis, naturellement, une fois que le texte est préparé, alors il s'agit de relire les épreuves. Et évidemment, il y a toujours des fautes. Il y a des moments où c'est très facile, on voit la faute immédiatement, on corrige. Je ne corrige pas le texte, je ne corrige pas mon texte, je corrige la faute. Et il est important pour moi, si j'ai dit une bêtise il y a 50 ans, j'assume le fait que j'ai dit une bêtise il y a 50 ans. Je reconnais que je suis coupable. Je ne veux pas faire comme si je n'avais pas dit cette bêtise. Mais je veux que le texte soit
correcte. Par conséquent, il faut que je corrige la faute. S'il y a une faute d'orthographe qui vient, bon, je l'enlève. Dans certains cas, ça ne pose pas de problème. Dans la plupart des cas, ça ne pose pas de problème. Puis, il y a des moments où je me trouve devant une ligne et ça ne peut pas être ça. Donc, il faut corriger. Mais je ne sais pas ce que c'était. Alors, 9 fois sur 10, en regardant l'édition originale, je trouve la solution. Donc, la faute s'est produite entre l'édition originale et puis les épreuves de cette édition-ci. Parce que maintenant, on a des tas de procédés magnifiques, quasi magiques. On a des scanners, on reproduit, tout ça, ça rentre dans l'ordinateur. Mais pourtant, ces machines merveilleuses font des erreurs. Et elles en font beaucoup. Alors, en général, je retrouve le texte originel dans la première édition. Mais pas toujours, parce qu'une fois sur 10, la faute était déjà dans l'édition originelle. Et à ce moment-là, il s'agit pour moi de retrouver ce que j'avais bien pu vouloir dire il y a 30 ans ou 20 ans. Et quelquefois, c'est pas plus facile de retrouver ce que j'avais voulu dire il y a 10 ans que ce que j'avais voulu dire il y a 40 ans. Et ça me fait sombrer dans des espèces d'abîmes de mémoire. Et j'ai besoin là d'un travail gigantesque pour essayer de comprendre ce que j'avais pu vouloir dire. Et je ne peux le retrouver qu'en réactivant toute la partie de moi-même contemporaine de cela. Les lieux où j'étais, les gens que je fréquentais, etc. Et alors, grâce à cette immersion dans mon passé, là, dans cette plongée, j'arrive 9 fois sur 10 à trouver la solution. Il arrive quelquefois où je ne sais plus. Je ne sais plus. Et j'arrange ça le mieux que je peux. Mais cette espèce de muraille qui se dresse là est remplie pour moi donc de toutes sortes d'émotions anciennes, bien sûr, mais aussi d'émotions qui naissent à leur sujet. Alors, évidemment, ce ne sont pas des œuvres complètes. Ce sont des œuvres aussi complètes que l'on peut y arriver aujourd'hui. Mais étant donné la nature même des textes, il n'est pas possible d'avoir des œuvres complètes, parce que il y a des textes là-dedans qui ont été publiés de nombreuses fois et avec de nombreuses variantes. Et il est hors de question de publier toutes ces variantes. On peut imaginer, dans des siècles futurs, des érudits qui cherchent toutes les variantes, oui, mais ça n'est pas du tout le projet de cela. Donc, il y a toutes sortes de textes qui sont fixés, et ils sont fixés d'une certaine façon. D'autre part, il y a des textes que j'ai oubliés. Il y a des textes, il m'arrive de retrouver maintenant des textes que j'avais complètement oubliés. Et je suis allé nous avons fait un magnifique voyage en Italie au mois de septembre dernier, auquel Carlos a participé, dans la merveilleuse petite ville de Longiano. Et celui qui nous invitait m'a dit, voilà, j'ai retrouvé un texte de vous. Et je lui ai dit, ah oui. Et il me montre un numéro de la revue L'Arc, qui était sur le baroque méditerranéen.
Et je regarde, je vois en effet Michel Butor, Palerme. Tiens, j'ouvre la revue, je commence à lire, je dis oui, c'est bien moi qui ai écrit ça, c'est vrai, c'est bon. Mais j'avais complètement oublié cette publication, j'avais complètement oublié que j'avais écrit un texte sur Palerme. Je me souvenais simplement du fait qu'à un certain moment, j'avais eu envie d'écrire un texte sur Palerme. Mais je ne savais plus du tout que je l'avais écrit. Eh bien, ce texte sur Palerme, il va falloir trouver un endroit pour le mettre dans ses œuvres complètes. Alors, en principe, il doit y avoir 14 volumes. Et ça sera déjà bien. Et notre éditeur a l'intention, une fois que les 14 volumes seront publiés, de faire un coffret. Un coffret pour mettre les 14 volumes. Et il veut faire la publicité sur le thème tout Michel Butor. Et je lui ai dit, non, il faut mettre tout Michel Butor, ou presque. Parce que, autrement, ça déborderait partout. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup.